Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal, le sommaire. Le Botio de Glélé fait partie des 26 œuvres qui reviennent au Bécaye ce mercredi. Nous irons à la découverte de ces statues qui représentent le roi dans ce journal. On parlera également de ce facteur important du maintien de la diversité culturelle. Ce sont les traditions et expressions vivantes héritées de nos ancêtres. Et les oiseaux d'eau migrateurs sont de plus en plus menacés par les activités humaines et le changement climatique. Quelle stratégie va être en œuvre pour leur sauvegarde? Explication à suivre. Merci de votre fidélité. L'acte de transfert de propriété des 26 œuvres qui seront restituées par la France au Bénin est signé ce mardi à l'Élysée. Ceci en présence des présidents Emmanuel Macron et Patrice Talon. Cette signature clôture un processus initié il y a 4 ans. Une fois le document signé, un avion cargo par direction Cotonou où sont attendues les pièces ce mercredi, dont 3 grandes statues royales Botio, des trônes, des sièges et des hôtels portatifs. De 1858 à 1889, le royaume de Dahomey connaissait une expansion sous le règne du roi Glélé. Le lion, c'est l'emblème du roi dont, pour le représenter, une statue a été sculptée et pouvait le représenter aussi bien de son vivant qu'après sa mort. Cette statue avait été pillée et fait partie des 26 œuvres qui reviennent au Bécaye. Après le Botio du roi Guézo, voici le Botio du roi Glélé avec Rodrigue Babagbeto. Une figure mi-homme, mi-lion, avec 1,70 m de hauteur. C'est la deuxième statue royale à grande valeur artistique, mais avant tout revêtue d'une dimension sacrée. Elle est attribuée au roi Glélé à cause de son emblème, le lion, qu'il choisit pour incarner la force, la puissance et la terreur. Son nom était Dada Kinikini Glélé, ce qui veut dire en français le roi lion Glélé. Durant son règne, le roi Glélé poursuit la politique d'expédition militaire incessante qui lui procure les esclaves destinés à la traite vers l'Amérique. C'est aussi avec ces esclaves qu'il met en valeur le domaine royal et fait les sacrifices humains annuels. Les Fonds appellent ces grandes statues les Botio, un terme utilisé pour ces grands fétiches destinés à protéger la communauté. Rien que par cette statue, on pouvait en savoir plus sur les qualités physiques et morales du roi. Cette représentation donnait à Dada Kinikini Glélé d'être au moins en 2 lieux, qu'il soit vivant ou mort. Le Botio dégageait une forte impression d'incarnation. Il bougeait et parlait. Les troupes l'amenaient au combat après avoir offert au préalable leur promesse d'action aux statues royales pour être certaines de leur protection et de leur victoire. La date de sculpture de cette statue n'est pas précise. On la situe entre 1859 et 1889, durée du règne du roi Glélé. Mais une chose est certaine, l'auteur n'est autre que le sculpteur Sosa Dédé. Et on reste toujours dans le domaine de la culture pour parler du patrimoine culturel immatériel qui, bien que fragile, est un facteur important du maintien de la diversité culturelle face à la mondialisation croissante. Pour sauvegarder et transmettre ce patrimoine aux générations futures, il est aujourd'hui nécessaire de mettre en place un certain nombre de stratégies. Les précisions, c'est dans ce reportage. Ceci est un exemple de ce qu'est le patrimoine culturel immatériel. Encore appelé patrimoine vivant, c'est la principale source de la diversité culturelle. Dans le patrimoine, vous avez héritage. Donc c'est l'héritage que vous avez acquis à votre naissance et qui vous permet d'être un homme parmi les hommes. La façon dont nous mangeons, la façon dont nous nous habillons, la façon dont nous nous logeons, la façon dont nous nous déplaçons, nous nous soignons, tout ça fait partie du patrimoine culturel immatériel. Chants,
Danse, traditions orales, rythmes et rites, autant de spécificités du patrimoine immatériel susceptibles de contribuer au développement culturel et socio-économique de tout pays qui sait les valoriser. Sans la promotion réelle de la culture en général, une nation ne peut jamais prétendre se développer. On peut organiser un festival international pour faire venir des gens au Bénin pour découvrir ce vestige-là qui est en forte disparition. Lorsque ces visiteurs viennent, on peut, sur la base, j'ai parlé de Masgelele, produire ce qu'on appelle des objets de souvenirs qui sont vendus aux étrangers et tous les touristes aujourd'hui adorent retourner chez eux avec un objet de souvenir de la destination qu'ils ont visitée. Cette richesse culturelle mérite d'être sauvegardée et transmise de génération en génération au risque de perdre sa valeur au fil des années. Une sauvegarde du patrimoine vivant qui n'est possible qu'à travers la mise en place de stratégies adéquates. En termes de stratégie, premièrement, il faut introduire les langues béninoises dans notre système éducatif béninois. Il est temps que nous ayons un institut de recherche culturelle qui soit une institution respectable par les moyens qu'on y met et les ressources humaines qui les animent. Prendre conscience du rôle de ce patrimoine dans la construction des identités culturelles et dans les meilleures connaissances de soi s'avère un atout. L'enjeu est de le sauvegarder afin de le transmettre aux générations futures, seul gage pour un développement certain. Intéressons-nous maintenant aux oiseaux migrateurs qui voyagent en fonction des saisons d'une zone de reproduction vers une zone d'hivernage, soit pour changer d'habitat, soit pour s'alimenter. Mais lors de leur long voyage, ils sont souvent confrontés à de nombreuses menaces. Quelle stratégie mettre en œuvre pour leur sauvegarde? Réponse avec Daouda Aliou, il est spécialiste des oiseaux migrateurs. Nous avons la guifette noire, le mélan noir, et les hérons, poupées, cendrées. Il y a plusieurs sortes d'oiseaux qui migrent. Maintenant, il faut voir en fonction des écosystèmes. Est-ce que ce sont des oiseaux d'eau? Est-ce que ce sont des oiseaux qui affectent les zones forestières et autres? Donc il y a ça, ces oiseaux. Mais ce que nous suivons surtout sont les oiseaux d'eau migrateurs, notamment dans le Kora, Afrique, Eurasie. Les menaces sont assez nombreuses. Il y a les actions dues à l'homme, puis être sur les zones où les oiseaux ont l'habitude de venir chercher à manger. Si vous prenez par exemple le cas du sud du lac Nokwe aujourd'hui, c'est une zone qui en temps n'était pas occupée par les hommes. Mais aujourd'hui, on a un développement démographique important qui fait que là, l'espace que les oiseaux affectionnent pour trouver à manger, cet espace-là est occupé par les hommes. Maintenant, si vous prenez le cas de la lagune côtière, aujourd'hui on est en train de couper les mangroves. Ça veut dire qu'on est en train de détruire les espaces où les oiseaux, quand ils finissent de manger dans les eaux, vont se reposer ou bien vont faire leur nid et autres. Et il y a donc cette pression démographique qui influence ces écosystèmes-là qui ne sont pas favorables aux oiseaux. D'où la nécessité de trouver des approches de solutions pour que ces écosystèmes-là soient maintenus pour faciliter la conservation de ces oiseaux d'eau-là et leur permettre d'accomplir leur cycle de manière optimale. Nous avons une diminution de près de 50%. Je peux vous donner par exemple le camp de lac Nokwe seul, où on avait fait le dénombrement il y a 20 ans en arrière, on tournait autour de 20 000 individus. Mais aujourd'hui, le dernier dénombrement que nous avons eu à faire en 2019, nous sommes revenus à moins de 10 000 individus de différentes espèces. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de voir quels sont les types d'espèces qui ont baissé en effectif et pourquoi. Donc il y a toutes ces questions-là qui font qu'aujourd'hui, les spécialistes des oiseaux sont en train de suivre ces différents phénomènes-là pour voir à quoi est dû. Est-ce que c'est seulement la pression de l'homme sur l'écosystème ou bien est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui influencent l'effectif des populations? La Nation, bref, porte la signature de Ulvaeus Balogun. C'est un condensé des faits qui ont marqué l'actualité nationale.
Le gouvernement a procédé la semaine dernière à la signature du contrat de marché relatif à la phase pilote des travaux de dragage du lac Aimé et Sécheneau pour la restauration des écosystèmes lagunaires. Les travaux s'étaleront sur 12 mois et comprennent notamment le dragage et la réhabilitation d'environ 208 hectares de superficie sur le plan d'eau autour des villages de Djondi et Hongkong jusqu'à Dokloboué dans la commune de Grand Popo. Il comprend également le rechargement et l'aménagement sur 13 km de la route des pêches et la construction de 2 passerelles et 4 embarcadères-débarcadères. Le marché signé porte sur un montant de plus de 21 milliards de francs CFA, entièrement financé sur le budget national. Dans le but de renforcer l'assistance sanitaire de la plateforme aéroportuaire de Cotonou, le gouvernement a décidé de mettre à la disposition des usagers une unité médicale d'urgence de soins, de surveillance sanitaire et d'assistance. Les premiers pas de cet important projet ont été posés vendredi dernier avec la signature du protocole d'accord relatif à l'installation, à l'aménagement et à l'exploitation de cette unité médicale. Sa mission est la gestion et la prise en charge des urgences médicales, l'assistance sanitaire aux voyageurs, l'assistance au respect et à la mise en conformité du règlement sanitaire international, l'assistance médico-légale au service de la douane et de la police des frontières. Les prix de sable et de gravier ont augmenté dans la commune de Kandi. La décision est prise par le collectif des propriétaires de camions Berne à la suite de l'augmentation de la taxe de développement au niveau communal. Ainsi, selon le collectif des propriétaires, les prix de cession du sable s'élèvent désormais à 30 000 francs CFA et à 50 000 francs CFA pour le gravier. De nouveaux tarifs qui entrent en vigueur dès ce lundi 8 novembre 2021. Au Kenya, certaines variétés d'avocats sont interdites d'exportation d'ici le 15 novembre prochain. C'est une pratique récurrente qui nuit à l'image de qualité de l'avocat kenyan et c'est l'apanage de certains acteurs. Ces derniers veulent tirer profit de l'engouement mondial pour le produit afin de se faire des marges le plus vite possible. Cette nouvelle interdiction commerciale pourrait plomber les performances du segment d'exportation où ces variétés constituent 90% des cargaisons. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.